présenter le contexte réglementaire et les études hydrogéologiques qui sont requises pour l'utilisation des puits à colonnes permanentes. Ça va? Est-ce que le partage fonctionne bien? Je crois que oui, hein? Ouais. OK, cool. Donc, une petite introduction rapide. Ensuite de ça, je vais parler du contexte réglementaire. Qu'est-ce qui fait que finalement, on doit faire une étude hydrogéologique et une demande d'autorisation aussi. Donc, la demande d'autorisation, ben, il y a un contenu administratif, je vais en parler. Contenu technique aussi, dont entre autres l'étude hydrogéologique. Quels sont les intervenants qui vont travailler sur un projet comme ça? Ensuite de ça, comment ça coûte? C'est quoi les laps de temps qu'on peut escompter? Et puis, bon, petite conclusion, un petit retour là, sur la présentation. Donc ici, je vous présente un schéma simplifié d'un puits à colonne permanente en essayant d'illustrer une géologie là, à peu près représentative qu'on peut retrouver dans les basses terres du Saint-Laurent. Donc des dépôts meubles en surface, des roches qui peuvent être des chênes près de la surface, des calcaires, des dolomies à la base des grès. Donc ça, c'est la séquence généralement qu'on va retrouver, mais en simplifié évidemment, dans les basses terres du Saint-Laurent. On retrouve des venues d'eau là, à différentes profondeurs. Sont illustrées là, en bleu là, sur ce diagramme-là. Et puis, on a le schéma là, de pompage, si on veut, dans le puits à colonne permanente. Dans ce cas-là, bon, le pompage se fait à la base et l'injection se fait vers le haut. Comme le disait Philippe tantôt, l'inverse se fait aussi là, très bien. Le principe, c'est de faire circuler de l'eau au travers du forage. Donc, généralement, c'est des puits qui sont quand même assez profonds, là, 300 mètres à 500 mètres, qu'il n'y a pas de difficulté de rencontrer là, au niveau des venues d'eau. Il y a un puits de rejet aussi, évidemment, qu'on veut faire la saignée pour augmenter la performance. Ce qui est bien d'un système comme ça, c'est que par rapport à un système en boucle ouverte, on n'a pas besoin de rencontrer un aquifère ultra performant. Ça peut être un aquifère très, très moyen, très, très médiocre même, à la limite, je dirais. Il va y avoir quand même une possibilité là, de réaliser un projet comme ça et qui va être, disons, mieux quand même que la boucle fermée en termes de performance. Je m'aventure pas plus loin qu'il faut dans les performances géothermiques. Moi, ma job, c'est de faire de l'hydrogéologie. Donc, c'est juste pour mettre en contexte un petit peu là, le puits de géothermie. Au niveau réglementaire, on a le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, donc le RPEP. Il y a aussi eu le RAFI, donc le règlement sur l'encadrement des activités en fonction de leur impact sur l'environnement, qui est sorti à la fin décembre, qui encadre un petit peu les activités de prélèvement d'eau. Mais typiquement, ce qui nous concerne est dans le RPEP. Donc, l'article 5, entre autres, qui nous dit que on doit soumettre une demande d'autorisation au ministre là, si on fait un prélèvement de plus que 75 000 litres. Donc, ça, c'est vraiment pas un très, très grand débit. Pour ceux qui sont plus familiers avec les gallons par minute, c'est autour de 12 gallons et demi, 13 par minute, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas... dès qu'on parle de géothermie, on implique des débits plus grands que ça. Donc, automatiquement, là, on tombe dans la catégorie des prélèvements qui sont soumis à l'autorisation du ministre. Euh, comment je dirais bien ça, donc? Malgré le fait qu'on retourne l'eau à l'aquifère, le fait qu'on l'ait prélevé, automatiquement, ça nous embarque dans la catégorie où ce qu'on doit demander une autorisation. Donc, c'est le fait de la retourner, ça ne dispense pas de devoir demander une autorisation de prélèvement. Sinon, l'article 28, ce qu'il dit, c'est que, bon, l'approvisionnement de la géothermie qui prélève de l'eau doit se faire à partir d'eau souterraine. L'eau qui est captée doit retourner dans le même aquifère et sans que l'eau rentre en contact avec des substances qui pourraient changer sa qualité. Donc, c'est généralement le cas avec des échangeurs à plaques, il n'y a pas aucun contact. L'eau, tout ce qu'elle fait, c'est échanger de la chaleur. Ensuite de ça, ben, les puits doivent être aménagés de façon à respecter les normes mentionnées aux articles 12 à 26. Ces articles-là, ce qu'ils disent, grosso modo, c'est le tubage doit respecter une norme ASTM, il doit dépasser le sol d'une certaine hauteur, il doit respecter des distances par rapport à des activités agricoles, champs d'épuration, etc. L'ancrage au roc avec un sabot, etc. Donc, c'est comme un puits là, qui serait fait pour une résidence privée, si on veut. Je vous ai mis le lien à la base ici pour accéder directement là, au RPEP. On va avoir plus de détails là-dessus. Donc, quand on doit faire une demande d'autorisation, ben, il y a principalement deux volets. Il y a le volet administratif
contient, bon, les formulaires. Il y a beaucoup de formulaires là, à compléter pour faire la demande d'autorisation. La déclaration du demandeur. Donc, généralement, une personne morale là, doit remplir un certain nombre de formulaires. Je crois que pour une commission, pas une commission scolaire, mais un centre de service scolaire, Guillaume, on n'avait pas eu à le faire dans ce cas-là, je pense. Hein? Ça serait Non, plus pour une... C'est ça, exactement. C'est plus pour une effectivement. compagnie privée. Sinon, une copie de l'enregistrement au registre des entreprises, le chèque, évidemment, le ministère de l'Environnement exige des redevances là, pour examiner le dossier. Je vais revenir tantôt là, au sujet là, des coûts reliés à ça. Les titres de propriété. L'objectif, c'est de démontrer que le terrain sur lequel est fait le puits appartient bel et bien au demandeur. Ça prend une résolution, en fait, là, de l'entreprise ou de la commission scolaire. Je dis tout le temps commission scolaire, je suis désolé, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, une résolution qui autorise le signataire là, à présenter la demande en tant que telle. Un certificat de la municipalité qui atteste comme quoi que le fait de faire un puits, ça contrevient à aucun règlement municipal. Certaines municipalités, des fois, comprennent mal cette notion-là, puis ils semblent comprendre qu'ils doivent autoriser. Ce n'est pas le cas. Tout ce qu'ils vont faire, c'est mettre leur sceau sur un formulaire du ministère, comme quoi ça ne contrevient pas à aucun règlement. Et finalement, un engagement du conseil d'administration à donner finalement une attestation de conformité là, des travaux, 60 jours après qu'il ait été complété. Donc ça, c'est la partie, disons, administrative. Et il y a la partie technique là, qui, elle, contient plus la partie là, hydrogéologie. Il n'y a pas seulement l'hydrogéologie, par contre, on doit faire des excavations pour relier les conduites au bâtiment, tout ça. Donc, possiblement manipuler des sols peut-être contaminés. Donc, généralement, pour accompagner la demande d'autorisation, il faut avoir une évaluation environnementale de site. Phase 1, tout d'abord, qui regarde le contexte historique du site, tout ça. Voir s'il y a des risques d'avoir des sols contaminés. Et si oui, bien, ça prend l'évaluation environnementale de site phase 2, qui, elle, investigue vraiment le terrain en détail, donc savoir prendre des échantillons de sol, des échantillons d'eau, voir si c'est contaminé. Ça prend les plans et devis, les installations de prélèvement. Donc, le ministère, ce qu'il souhaite recevoir, ce n'est pas nécessairement le plan de tout ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment, mais vraiment la partie puits, pompe, tuyauterie, tout ça. Donc, ça, c'est ce qui concerne les plans et devis. Un relevé d'arpentage. Bon, généralement, si on a plusieurs puits, si on veut établir des gradients hydrauliques, tout ça, ça va prendre des relevés d'arpentage. Et finalement, l'étude hydrogéologique. Bon, je vais repasser un petit peu plus de temps là, sur l'étude hydrogéologique. C'est pour ça là, que je fais la présentation. Donc, pourquoi, grosso modo, qu'on fait une étude hydrogéologique? Qu'est-ce qu'on doit répondre finalement? Il faut être capable de donner les caractéristiques hydrogéologiques du site. Donc, on parle de direction d'écoulement, de perméabilité, conductivité hydraulique, transmissivité. On peut parler de vitesse d'écoulement aussi, porosité, etc. Ce qu'on souhaite aussi inclure dans l'étude hydrogéologique, c'est avoir une description du ou des puits qui font partie du système géothermique, de façon à s'assurer que toutes les normes sont respectées. Décrire aussi les mesures de suivi et d'entretien du système. Dans la plupart des environnements géologiques, on pompe de l'eau là, qui a un potentiel soit d'être corrosif ou encore d'incruster. Donc, ça nécessite parfois là, un système d'entretien. Donc, à tous les 2 ans, 5 ans, en fonction de la qualité d'eau, il faudra peut-être devoir faire une opération sur le puits là, pour veiller à ce que les réseaux de fracture demeurent ouverts. La description du scénario de prélèvement. Donc, justement, on va-tu avoir un puits, 2 puits, 5 puits, les puits de rejet, où est-ce que ça va être situé, etc. Ça va être quoi les débits qui vont être prélevés. Et finalement, bien, le cœur de l'étude hydrogéologique, l'évaluation de l'impact du prélèvement sur l'environnement et les utilisateurs d'eau souterraine. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des voisins, qu'il y ait des puits artésiens. À ce moment-là, il faut dire ça va être quoi qui va se passer avec eux. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils vivent des changements de qualité d'eau, des changements de niveau d'eau dans leur puits? Puis les impacts sur l'environnement, ben, c'est la même chose. Je vais vous donner quelques petits exemples tantôt de ce qu'on peut appréhender comme impact.
Les grandes étapes de l'étude hydrogéologique, évidemment, ça peut varier un petit peu. Je donne le cas typique d'une étude de base, disons, le minimum qu'il faut qu'il soit fait. Des fois, ça peut comporter quand même plus d'étapes que ça encore, dépendamment du degré d'accompagnement de l'hydrogéologue dans le projet. La plupart du temps, l'étape 1, ben, c'est la recherche des informations disponibles. On va revenir plus en détail sur chacune des étapes. Après ça, ben, il y a les travaux de chantier en tant que tels. Donc, au minimum, on va faire un puits d'essai puis un puits témoin. On va faire les essais de pompage, on va échantillonner l'eau. Puis ensuite de ça, ben, ça va être la rédaction de l'étude à proprement parler. C'est arrivé souvent par le passé que ce que j'ai fait, c'est une fois ces étapes-là faites, le projet s'est fait. Il y a eu à nouveau un essai de pompage, mais là, en vraie grandeur, en incluant l'ensemble des puits du système. Et tout ça a été échantillonné aussi. Mais en tout cas, je pense que les étapes 1 à 4 que je présente ici, c'est vraiment là, le minimum qui doit être fait pour tout le moins présenter une demande d'autorisation. Donc, les informations disponibles qu'on va vouloir rechercher en première étape, ben, c'est la topographie des terrains, la nature géologique de la roche, la nature des dépôts de surface, le SIH, qui est une base de données du gouvernement, qui comprend tous les puits, en fait, qui sont soumis à l'autorisation municipale. Il y a une copie du rapport de forage qui est envoyé au ministère. Toutes les données sont compilées dans une base de données. Puis cette base de données-là est accessible par Internet. Donc, on peut faire une recherche dans un certain rayon autour d'un point central. Ça va nous donner les caractéristiques des puits qui ont été faits. Donc, l'épaisseur du mort-terrain, le niveau de l'eau, le débit rencontré. Pour ce qui est de la nature des couches rencontrées, des fois, c'est un petit peu plus variable au niveau qualité. C'est pas tous les gens qui font les descriptions, là, qui ont les bonnes connaissances au niveau géologique. Mais il y a quand même un certain nombre d'informations fiables qu'on peut aller tirer de ça. Et puis ça, ben, ça permet de savoir dans quoi on s'engage. Si je veux faire une demande d'appel d'offres pour un puisatier, pour faire un puits d'essai, ben, j'ai besoin d'évaluer à peu près combien de mètres de tubage il va devoir fournir pour atteindre le roc, supposons. Si je sais que je suis dans les shales du Tika, ben, je m'attends à beaucoup moins de fractures, donc à forer beaucoup plus profondément, que si je suis dans les grettes Potsdam où on a beaucoup de fractures, on devrait en rencontrer beaucoup plus tôt. Bref, on a une bonne mise en situation avant même de commencer à aller sur le terrain et qu'on fait une revue comme ça des informations disponibles. Deuxième étape, ben, on fait le puits d'essai, puits témoin. Ça se fait généralement sous la supervision de l'hydrogéologue. Le but, c'est de recueillir des résidus de forage. On a une petite photo à gauche, là, les petits cuttings de forage. Avec ça, ben, on peut identifier c'est quoi le type de roches là, qui sont rencontrées, le type de dépôts en surface aussi, évidemment. Le fait de superviser les travaux, ben, on peut certifier que le respect des normes du RPEP en termes de tubage, ASTM, etc. Et le plus important, ben, c'est aussi de noter la profondeur et le débit des venues d'eau. On peut aller plus loin que ça aussi. On peut mesurer là, avec un petit testeur là, de poche la conductivité, supposons, électrique de l'eau. Donc, au fur et à mesure que le forage s'avance dans le sol, comme l'air comprimé fait monter l'eau en surface, mais on peut vérifier la conductivité. Ça peut permettre de détecter, supposons, si on se dirige en profondeur vers des nappes d'eau salée, des choses comme ça, être en mesure de les identifier. Donc, ces travaux de terrain-là, une fois faits, on passe à l'étape des essais de pompage. Donc, typiquement, on va faire un essai de pompage d'une durée de 48 heures avec un rejet à l'égout. Et cet essai-là, il a vraiment pour but de déterminer les propriétés hydrogéologiques là, de l'aquifère. Ce qu'on va souhaiter faire aussi souvent, c'est un deuxième essai de 48 heures, mais ce coup-là, on va rejeter l'eau dans un puits témoin. Donc, ça va être peut-être une fraction de l'eau, mais le but, c'est de simuler un petit peu en vraie grandeur, c'est quoi un peu la capacité d'absorption du puits témoin qui éventuellement va devenir le puits de rejet là, lorsque le projet va être complété à 100%. Au cours de cet essai-là aussi, évidemment, on va tenter de prélever des échantillons. On va en récolter typiquement un à 24 heures, un à 48 heures. Je vais reparler tantôt de c'est quoi la nécessité de prendre des échantillons d'eau dans ce cas-là. Sinon, ben, c'est ça. On va voir aussi la productivité en tant que telle du puits d'essai. Euh, on peut faire d'autres types d'essais aussi. Supposons qu'on a deux puits assez rapprochés, on a un bon réseau de fissures.
Si on est intéressé à vouloir savoir en combien de temps l'eau va prendre pour migrer entre le puits de rejet et le puits de pompage, on va tenter de vouloir injecter un traceur dans l'eau. Puis là, ben, en regardant dans différents échantillons ponctuels dans le temps, ben, on va pouvoir faire une courbe d'arrivée et de départ là, de la masse de colorants. Il n'y a pas juste des colorants aussi qui se font, qui s'utilisent, évidemment. Ça peut être des sels, tout simplement, dont on va mesurer la concentration dans le puits de captage. Euh, Évidemment, si on fait des essais comme ça, il faut prendre la précaution là, de s'assurer qu'il n'y a pas de voisins autour là, qui peuvent retrouver de l'eau colorée dans leur puits. Ils risquent de faire le saut pas mal. D'autres types d'essais qui pourraient être faits, c'est des diagraphies. Donc, faire descendre des sondes dans le sol pour mesurer en continu ou de façon ponctuelle, supposons la variation de température. Donc, de cette façon-là, on aurait un profil de la température dans le sol. Ça peut permettre d'identifier de cette façon-là la position de toutes les fractures qui sont dans la colonne du puits. Ça peut être des diagraphies électriques, d'autres types de diagraphies avec des traceurs aussi. Donc, la vitesse de dilution des traceurs, ben, le traceur va se diluer plus rapidement vis-à-vis des fissures. Donc, il y a un moyen de corréler ça avec des conductivités hydrauliques en fonction de la profondeur ou aussi en fonction des fissures, en fonction de la profondeur. Donc, c'est d'autres types d'essais qui ne sont pas faits standards sur une étude hydrogéologique de base, mais que selon les conditions terrain ou selon la complexité du projet qui pourrait être fait éventuellement. Les échantillonnages d'eau. Grosso modo, on veut répondre à deux questions. Est-ce que l'eau va être problématique au niveau colmatage ou encore au niveau corrosion? Donc, ça peut amener au concepteur de faire des choix pour les matériaux qu'il va utiliser. Même chose avec les choix des matériaux pour la conception des puits finaux. Aussi, on veut savoir, bon, ben, l'eau qu'on pompe, dans quel état, puis est-ce qu'on va pouvoir la rejeter dans l'aquifère là, sans avoir besoin de la traiter? Là, si on retrouve des niveaux de contamination élevés dans l'eau qu'on pompe, bien, sûr, on ne peut pas la retourner dans cet état-là, dans l'aquifère. Donc, c'est important de vérifier la présence des contaminants organiques, des contaminants inorganiques, les bactéries. Entre autres, la bactérie du fer, c'est elle là, qui est principalement la cause là, des dépôts d'oc ferreux qu'on retrouve dans les puits, qui peuvent amener à empêcher la circulation de l'eau à partir de l'aquifère vers le puits. Et les bactéries, de façon générale, là, eux autres, ben, surtout dans la zone où le niveau d'eau va fluctuer, il va y avoir beaucoup d'oxygène en présence, il va tendance à se former un biofilm qui peut aussi colmater là, le puits. Donc, ça va avoir principalement cette utilité-là, le fait d'échantillonner l'eau pour les bactéries. Finalement, ben, le rapport d'étude hydrogéologique, à proprement parler. Donc, un contenu typique d'une étude hydrogéologique, ben, c'est une description évidemment du mandat, la mise en situation. Donc, on va décrire c'est quoi qui est le projet, l'étude. Le contexte hydrogéologique dans lequel se trouve le projet. Donc là, je fais référence à l'étape 1, dans laquelle on situe un peu le projet. On va décrire les travaux qui ont été faits en chantier, les résultats de ces travaux-là, donc les propriétés hydrogéologiques, la qualité de l'eau, etc. On va faire une modélisation généralement aussi pour faire l'évaluation, disons, technique et environnementale. Technique et environnementale, pourquoi? Parce que des fois, l'arrangement des puits va être plus gagnant, supposons, si les puits de captage sont à l'amont, les puits de rejet sont à l'aval, des choses comme ça. Aussi pour modéliser le rabattement, parce qu'on a beau réinjecter l'eau, vous avez une image ici à droite, là, généralement, on va former un cône de rabattement du côté opposé au puits de rejet. Puis du côté du puits de rejet, ben là, au contraire, on va avoir un cône de remontée de l'eau. C'est pas vraiment un rabattement, c'est une remontée de l'eau qu'on va retrouver de ce côté-là. L'exemple que je vous ai montré ici, c'est justement là, ce qui est projeté pour l'école de la Clé des Champs. Donc, on a les 5 puits colonnes permanentes et on a le puits de rejet. Vous voyez là avec les lignes d'écoulement en vert, donc l'écoulement arrive du nord-nord-ouest. Et puis, l'eau qui est injectée, ben, elle va continuer son trajet vers le sud. Et puis, on a deux zones. Donc, ce qui est coloré plus en bleu, ben, c'est un rabattement de l'eau. Et ce qui est coloré plus en orange, c'est une remontée de l'eau. Dans ce cas-là, Philippe le disait tantôt, on a des venues d'eau très, très, très grandes, donc une très grande conductivité hydraulique, ce
Ce qui fait que ces rabattements-là qui ont été cartographiés sont minimes, là, sont de l'ordre de 15 cm, 20 cm, je pense, au maximum. On est dans un milieu urbain, là, donc il n'y a pas nécessairement de problématique, mais dans un cas où ce que les perméabilités sont plus faibles, on pourrait rencontrer des rabattements un petit peu plus élevés ou encore des remontées élevées. Donc, on veut justement aussi, avec les modélisations, tout ça, s'assurer que le puits de rejet, la remontée ne sera pas plus haute que le niveau du sol, là, puis que ça amène un débordement. Je vous présente des cas de figure un petit peu qui pourraient, en tout cas, que l'étude hydrogéologique devrait être en mesure d'identifier. J'ai repris un petit peu la même coupe qu'au début de la présentation. Dans ce cas-là, les deux venues d'eau qui sont à la base du forage, on pose l'hypothèse qu'on a rencontré, supposons, de l'eau salée. Donc, c'est une eau qui est impropre à la consommation. Ben là, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un certain mélange qui va se faire avec l'eau, disons, non salée, qui est rencontrée plus près de la surface. Alors là, on peut se retrouver éventuellement à dégrader la qualité de l'eau d'un aquifère là, propre à la consommation. Il y a des solutions, évidemment, par rapport à une problématique comme ça, mais il faut que l'étude hydrogéologique soit en mesure de l'identifier. Un autre cas de figure, c'est un rabattement qui affecterait les puits voisins. Dans ce cas de figure-là, j'ai rajouté deux puits voisins. Donc, il y en a un qui est un puits foré à grande profondeur qui va rejoindre la première fissure du roc. Donc, ce puits-là va subir probablement une baisse de niveau d'eau sans que ce soit, sans que l'impact soit vraiment ressenti là, par l'utilisateur d'eau. Tandis que l'autre puits, qui est un petit peu plus loin du puits de PCP, bien, celui-là, c'est une pointe filtrante qui est aménagée dans les dépôts de surface. Donc, lui, si jamais le niveau de la nappe s'abaisse, bien, dans ce cas de figure-là, il y a carrément plus d'eau là, pour son alimentation en eau. Donc, il faut identifier ce genre de problématique-là s'il y a lieu. Troisième cas de figure, si on a ici, on a un bâtiment fictif qui représente une école fictive avec des sites d'entreposage d'huile à chauffage, supposons, l'ancien système, qui a coulé dans le passé. Supposons, comme départ, que l'écoulement se fait du nord-nord-ouest vers le sud-sud-ouest. On peut présumer que le panache d'eau contaminée s'écoulerait vers le sud-sud-ouest. Mais là, comme on a un puits de pompage puis un puits de rejet, on, on se trouve à établir un petit peu une espèce de petit circuit souterrain fermé, ce qui fait que le panache d'eau contaminée, initialement, qui n'affectait pas les puits PCP, bien, il pourrait se faire détourner et se faire éventuellement capter là, par le système. Donc, cette problématique-là, il y a des chances qu'elle puisse survenir et il faut que l'étude hydrogéologique soit en mesure de l'identifier si c'est le cas ou pas. Qui est-ce qui va travailler dans une étude comme ça, dans une demande d'autorisation? En fait, évidemment, tout peut être fait clé en main là, par une seule entité. Mais typiquement, il va y avoir un gestionnaire de projet, comme dans le cas de l'école Clé des Champs, le gestionnaire de projet, ben, c'était Guillaume. Donc, dans ce cas-là, moi, j'ai travaillé sur le projet aussi là, pour la demande d'autorisation. Guillaume s'est occupé de tout le montage du dossier administratif. Il est allé chercher tous les documents administratifs qui étaient requis, coordonner les intervenants aussi. Le concepteur, dans le cas de l'école de Clé des Champs, ben, c'était Philippe, c'était l'école polytechnique qui était le concepteur. Donc, pour établir le besoin en eau, le nombre linéaire de forage requis en fonction du bâtiment. Préparer les plans et devis des installations aussi. Donc, l'hydrogéologue, lui, ben, son travail, c'est de superviser les travaux de chantier, rédiger l'étude hydrogéologique, compléter les formulaires, répondre aux questions, évidemment, du ministère lorsqu'il y en a. Il y a un entrepreneur en puits et forage qui, lui, bon, ça peut être deux entrepreneurs différents. Un qui va venir faire les forages tests, puis après ça, un deuxième qui va venir construire le système au complet. Ça peut être la même entreprise qui va tout faire d'un coup. Donc, c'est variable d'un projet à l'autre. Et il y a d'autres professionnels aussi qui vont être appelés à intervenir dans le projet, notamment en environnement, en arpentage, des biologistes. Ça peut arriver qu'un biologiste soit interpellé aussi. Si le système est en bordure, supposons, d'une forêt,
Le ministère de l'Environnement va être intéressé là, parfois à ce qu'il y ait des inventaires qui soient faits là, au niveau des espèces menacées, autant les plantes que les animaux. Puis après ça, ben, l'étude hydrogéologique avec les rabattements va pouvoir dire, généralement, c'est des choses en surface, mais en tout cas, bref, il faut couvrir ces aspects-là. Au niveau coût et échéance, bon, ça, c'est très difficile quand même de mettre des coûts précis parce que c'est très variable, là. Chaque projet est différent. Donc, je dirais, c'est customisé un peu, dépendamment de l'implication aussi là, du gestionnaire de projet. Typiquement, une étude hydrogéologique va varier entre 10 000 et 25 000 euh, les puits, donc puits d'essai, puits témoins, tout ça, si on parle d'un puits d'essai, un puits témoin, encore une fois, dépendamment des profondeurs, tout ça, dépendamment de la période de l'année, de l'achalandage des puisatiers, ça va varier entre 25 000 et 80 000 environ. Les redevances au ministère de l'Environnement, bon, pour un projet de l'ampleur de celui de l'École Clé des Champs, c'est plus dans la tranche de 4 500 environ. Donc, le prix à payer pour faire étudier le dossier. Pour ce qui est des échéanciers, les travaux en chantier vont s'échelonner sur 2 à 3 semaines. Donc, typiquement une semaine de forage. Après ça, une semaine ou deux là, pour les essais. Donc, il y a des périodes de remontée des niveaux d'eau suite à la période de pompage. Donc, ça va être à peu près l'échéancier pour chantier. Toujours pour le cas de figure de l'étude de base que je viens de décrire. La rédaction de rapport va se faire là, en 3 à 6 semaines. Déjà, le fait de juste seulement attendre la réception des résultats d'analyse d'eau, c'est déjà 3 semaines de partie. Donc, grosso modo, là, c'est pas mal les délais qu'il faut anticiper. Examen du dossier au ministère, c'est évidemment un impondérable. Donc, au ministère aussi, il y a un certain achalandage. Il y a plusieurs demandes d'autorisation à traiter en même temps. Donc, j'ai déjà eu des projets qui ont été traités dans un délai de quelques semaines et ça peut aller jusqu'à 1 an là, avant de seulement commencer à avoir des interactions, des questions, tout ça. Donc, ça, c'est variable. Présentement, c'est sûr, là, on est en période aussi là, où les fonctionnaires travaillent à domicile, sont en télétravail, donc c'est moins, ça rend le processus moins fluide un petit peu. Donc, on peut espérer que ça va revenir plus à la normale là, lorsqu'on aura terminé notre belle pandémie. Donc, ben, pour faire un petit retour rapide là, sur la présentation, le projet PCP, il est très efficace en termes énergétiques. Puis son avantage, c'est que ça ne se limite pas à quelques endroits spécifiques au Québec où on a des conditions hydrogéologiques favorables. On peut le faire presque dans tous les environnements géologiques. L'inconvénient, bien évidemment, c'est que puisqu'il y a prélèvement d'eau, ben, c'est soumis à une autorisation de la part du ministère de l'Environnement, ce qui nécessite une étude hydrogéologique pour accompagner là, la demande d'autorisation. Euh, Puis cette étude-là, ben, elle doit statuer sur la faisabilité du projet, puis les impacts qu'elle va créer sur l'environnement aussi, évidemment. Donc, à vous de poser vos questions.